Notre vision du traumatisme est anthropocentrée, tournée vers l'humain. Nous avons l'habitude de voir le traumatisme comme un événement individuel. C'est notre problème, que nous avons subi à titre individuel, c'est pas de bol, et qui a entraîné des conséquences qui nous compliquent la vie à titre individuel. J'aimerais proposer une autre vision du traumatisme, une vision biocentrée et non pas anthropocentrée, où le vivant est au cœur et non plus l'humain. Selon cette vision, une rivière peut avoir subi un traumatisme, et ce traumatisme peut être désactivé par la reconnexion exactement comme l'on peut désactiver le traumatisme d'un être humain. Une vision selon laquelle le traumatisme de la rivière est aussi notre traumatisme. Cette vision se base sur une observation. Le traumatisme est toujours l'exercice d'un rapport de domination. Un rapport de domination est traumatogène parce qu'il induit une rupture au sein d'une unité. Je parle de l'individu comme unité corps, cœur, esprit, mais aussi d'unité interpersonnelle, comme un groupe social, comme le couple ou la famille, et également de l'unité que constitue un écosystème, comme celle du chêne, qui peut abriter jusqu'à 2300 espèces, et finalement d'une unité dont la culture occidentale a largement perdu la conscience, l'unité du vivant. Selon cette vision, ce qui nous traumatise, c'est une rupture au sein d'une unité consécutive à l'exercice d'un rapport de domination. Cela ne contrarie absolument pas les connaissances sur le traumatisme, mais cela ouvre des perspectives de guérison plus vastes. Une rivière, ce n'est pas un peu d'eau qui coule dans son lit pour terminer dans la mer. Une rivière, c'est un écosystème, une unité, avec sa faune et sa flore. C'est-à-dire qu'une rivière, c'est un être vivant, puisqu'elle constitue une unité écosystémique. Savons-nous à quel point nous avons traumatisé les rivières ? Savons-nous que nous faisons partie de l'écosystème de la rivière, car nous n'existerions pas sans la rivière ? Savons-nous que nous sommes clivés de la rivière ? Savons-nous combien nous sommes traumatisés par la rupture de l'unité écosystémique de la rivière ? On est dans des rivières qui ont été en partie exploitées, dégradées, abîmées, aménagées, contrôlées dans tous les cas. Pour le dire autrement, des rivières qui sont traumatisées parce qu'elles ont subi un rapport de domination exercé par des êtres humains. Ce sol et ces endroits, ils sont intéressants pour nous et on les a voulus. Et donc en fait, ces rivières qui faisaient du sol intéressant pour nos agricultures, on les a corsetées dans un tout petit chenal de manière à prendre la terre. C'est l'exercice d'un rapport de domination, parce que nous avons traité du vivant, un écosystème c'est vivant, comme un objet. Il y a 9 obstacles à l'unité, 9 briseurs d'unité. L'un d'entre eux est la négativité du regard. Ce que j'appelle la négativité du regard prend différents aspects. L'un d'entre eux, c'est la réification du vivant. Nous avons traité la rivière comme un objet sur lequel nous pouvions exercer notre domination à notre seul profit. Nous pensions naïvement qu'il s'agissait d'un profit, au mépris des autres êtres vivants constituant cette unité écosystémique. La rivière est traumatisée en tant que victime du rapport de domination que nous avons exercé sur elle, et nous sommes traumatisés du fait d'avoir exercé ce rapport de domination qui nous a clivés de la rivière et de son écosystème auquel nous appartenons. Ce traumatisme a évidemment des conséquences traumatiques. Ici, on est sur une rivière qui, aux yeux de la plupart d'entre nous, a l'air d'être une jolie rivière champêtre, qui est en fait une rivière profondément malade. 80 à 90% du linéaire des cours d'eau français sont dans cet état. 3 maladies. Première maladie très visible, ce qu'on appelle l'incision. Une rivière, spontanément, lorsqu'elle est en équilibre, lorsqu'elle est en pleine santé, elle est à fleur de terre, c'est-à-dire qu'elle est là-haut. Okay. Ici, elle a plongé de plusieurs mètres en dessous de la berge par un processus qu'on appelle l'incision et qui est assez simple à comprendre. Une rivière vivante depuis 400 millions d'années sur Terre, c'est un bol de spaghettis dynamique qui vit à fleur de terre. Ce bol de spaghettis, il prend de l'espace latéralement et ce faisant, il dépose des alluvions, de la matière organique qui fait du sol dans les fonds de vallée. Le traumatisme est une expérience de violence et comme toute expérience, elle constitue un apprentissage, mais c'est un apprentissage dysfonctionnel.
Chez l'humain, cet apprentissage entraîne des croyances dysfonctionnelles, des émotions inadaptées et des conduites d'adaptation au traumatisme qui est un état de clivage. Eh bien, de la même façon, les rivières développent des conduites adaptatives. Comme elles ne pouvaient plus se déployer latéralement, mais que leur force érosive était intacte, au lieu de manger latéralement, elles ont mangé le sédiment verticalement et elles ont arraché leur propre sol de manière à plonger sous la terre. Au début, on croyait que ça allait les rendre moins capables de déborder. Ah ouais. En vérité, c'est une catastrophe totale, c'est l'inverse. En fait, elles deviennent beaucoup plus capables de déborder, mais en aval, puisqu'en fait, elles accélèrent dans un chenal. Au lieu de se dissiper largement, elles accélèrent dans le tunnel, et dès qu'elles sortent, eh ben, c'est les villes, c'est les voisins du dessous qui prennent. Lorsqu'un individu est traumatisé, il y a des conséquences traumatiques qui impactent son environnement, notamment les personnes avec lesquelles il est en interaction. Le traumatisme n'est jamais un problème individuel. Parce que nous sommes tous interdépendants, c'est le principe au sein d'une unité. Ce qui impacte l'une impacte tous, toutes, tout. Mais surtout, ça génère des effets de sécheresse structurelle, parce que la vraie rivière, c'est pas l'eau visible ici, c'est sa nappe d'accompagnement. Quand une rivière est à fleur de terre, la nappe d'accompagnement, qui peut faire plusieurs dizaines, voire centaines de mètres, elle est à fleur de terre, donc elle est au contact des racines de toute la végétation. Mais là, regarde cette végétation, ben c'est écrit dessus. Dans la mesure où la rivière a chuté de 3 mètres, la nappe d'accompagnement a chuté de 3 mètres, et conséquemment, le système racinaire n'est plus au contact de l'eau, que ce soit la ripisylve sauvage ou les champs agricoles derrière, ils sont très au-dessus de la nappe d'accompagnement. Et ça, c'est ce qu'on appelle la déconnexion. Donc, incision, première maladie, génère de la déconnexion. Et la troisième maladie, ben, elle est visible quand on regarde la rivière elle-même. C'est que la rivière, elle a 1 millier de verbes d'action. Et ici, elle est réduite à 1 ou 2 de ces verbes d'action. Le verbe d'action, on le voit, c'est accélérer tout droit. Une vraie rivière, elle ne fait pas que accélérer tout droit. Elle accélère, elle ralentit, elle plonge, elle remonte, elle percole, elle ramifie, elle diffuse, elle fait des étangs, elle fait des mares, elle fait des contre-courants. Chez les humains, une personne qui a subi un traumatisme et qui compense les clivages par des conduites adaptatives est limitée dans son déploiement. Ses perspectives présentes et futures sont limitées. En d'autres termes, ses verbes d'action ont été réduits par le traumatisme, exactement comme ceux de la rivière. Et on voit un seul type de substrat, du gravier, un seul type de profondeur, 10 à 15 cm d'eau, un seul type de flux, accéléré tout droit. Voilà, 3 maladies, incision, tu vois là, 2 mètres d'incision, 3 mètres d'incision. Simplifié, il n'y a qu'un seul chenal, qu'un seul verbe d'action. Et déconnecté, ici on a une berge qui en fait, depuis une quarantaine, une cinquantaine d'années, était sèche. Mais un traumatisme, cela peut se désactiver. Par exemple, avec des séances de déclivage animées par des traumaticiennes pour les humains, et matériellement, par exemple, par la construction de barrages d'inspiration castor, s'il s'agit des rivières. On est dans une approche originale de guérison des rivières, de guérison des milieux, avec cette idée que les milieux peuvent avoir une santé et qu'ils peuvent être malades. Et donc face à ça, ce qu'on imagine, c'est d'essayer de guérir, enfin de soigner pour que la rivière se guérisse elle-même. Quand elle est incisée, on va lui permettre de s'aggrader. Quand elle est déconnectée, on va la reconnecter. Et quand elle est simplifiée, on va la pluraliser, on va la complexifier. Un castor, par exemple, il peut revenir ici, il peut amplifier cet ouvrage indéfiniment. Si on était resté sur la rivière très incisée, il construirait chaque année et à chaque crue, ce serait arraché. Et donc c'est là qu'on est en train de parler d'alliance et de réciprocité. Parce que nous, on lui fait de l'habitat et lui, il guérit le milieu pour nous. Quand il n'est pas là, on le mime pour produire les mêmes effets que lui, mais on le mime aussi pour lui faire de l'habitat, de telle manière qu'il puisse revenir et qu'il reprenne à son compte le travail, de manière à élargir sa propre aire de répartition. Mais comme c'est un animal clé de voûte, s'il transforme le milieu, c'est au bénéfice de toutes les autres espèces du fond de vallée. Et comme sa transformation du milieu réhydrate, reconnecte, complexifie, elle guérit les maladies de la rivière, toute la vie en tire des bénéfices, dont nous. Parce que des milieux asséchés deviennent réhydratés, des milieux qui risquent de brûler deviennent des tampons à l'égard des incendies, des milieux détruits par les inondations deviennent résilients aux crues, des milieux pollués sont filtrés par les ouvrages castors. La réciprocité, c'est une pratique reliante qui cimente l'unité. C'est tout le contraire d'un rapport de domination qui est une pratique clivante qui détruit l'unité. Nous pouvons guérir des traumatismes que constituent les pratiques clivantes en leur substituant des pratiques reliantes, comme la gratitude, la contemplation, l'écoute.
qui fondent, maintiennent et restaurent l'unité. Nous vivons dans une culture du viol, c'est maintenant largement admis. La culture du viol est une idéologie clivante, traumatogène. Les idéologies clivantes, comme le libéralisme, le racisme, la communication aliénante, constituent un des 9 briseurs d'unité. Et nous pouvons nous déconditionner de ces idéologies avec le jeu du pas de côté. Cette culture est la déclinaison patriarcale d'une culture qui englobe toutes les idéologies clivantes, la culture des rapports de domination. Il y a d'autres déclinaisons de cette culture des rapports de domination, comme l'anthropocentrisme, qui est la domination que nous exerçons sur la nature. Le concept même de nature témoigne d'un clivage. Nous pouvons sortir de cette culture des rapports de pouvoir. L'enjeu est la survie de l'humanité. L'enjeu est d'embellir nos vies, de leur redonner du sens, de la poésie, de la joie de la reliance au sein du vivant, la saveur et le savoir de l'unité. Ça a l'air dérisoire, ça a l'air ridicule. C'est un petit truc à fourrure avec 2 dents oranges quand même. Mais en fait, c'est une peluche de puissance cosmique et dont les effets politiques sont, à mon sens, si on va jusqu'au bout de l'histoire, ils sont potentiellement révolutionnaires. C'est la raison pour laquelle les séances de déclivage que proposent les traumaticiennes ont une dimension politique. Parce que le traumatisme au sein d'une unité est le problème de tous. Le traumatisme est une rupture au sein d'une unité où tous les êtres qui la composent sont en souffrance. Les victimes, les témoins et les auteurs du clivage, de la rupture traumatique. Désactiver le traumatisme avec cette vision unitaire, dans une perspective résolument politique, est révolutionnaire. L'impuissance politique que nous ressentons est traumatique. Notre impuissance politique n'est rien d'autre que la réduction de nos verbes d'action. Mais nous pouvons sortir de nos stratégies d'évitement, de nos stratégies anesthésiantes, de nos stratégies d'adaptation au traumatisme, et choisir la voie de la reconnexion. Une guérison collective, une reconnexion qui inclut tout le vivant, parce que c'est l'unité dont nous dépendons toutes et tous. Il faut partir de là, du terrain, de réhydrater des bouts de monde, et ensuite re-raconter l'histoire jusqu'au bout pour aller montrer comment ça peut transformer plein de choses dans nos rapports à l'eau, dans nos rapports au monde vivant, dans nos rapports à l'agriculture et dans nos rapports à des puissances qui nous dépassent, savoir une rivière. Ce que j'aime bien, c'est que dans ce que vous avez réussi à développer, il y a une part de, je sais pas, pour moi, il y a une prise de responsabilité en fait. Ouais. Il y a une reconnaissance qu'on a bouleversé des milieux. Il y a un intérêt pour comment une espèce animale non humaine permet de faire revenir de la vie et en simplement la copiant et en étant prêt à ce que les ouvrages qu'on construit soient défoncés, on arrive à améliorer quelque chose qu'on a abîmé, quoi. Ouais, il y a un truc de réappropriation de puissance d'agir. Prendre la responsabilité de ses actes, c'est une façon de soigner son traumatisme d'auteur du traumatisme. C'est une condition pour restaurer l'unité. C'est hyper beau parce qu'en fait, on a les mains dans l'eau et on participe à soigner quelque chose de plus grand que nous. Donc là, vous avez travaillé sur une rivière relativement petite, mais en fait, il y en a des tonnes de rivières à travailler. C'est quoi la perspective là, d'évolution de ça? Où est-ce que vous avez envie d'aller avec ce projet? Moi, en fait, mon idée, c'est quand même au fond que ça touche des habitants, des communautés habitantes qui veulent se réemparer du droit de prendre soin de leur milieu de vie et qui aillent se mettre en dialogue avec leur syndicat de rivière, leur service GEMAPI, de manière à imaginer ensemble ce genre de projet collaboratif. Et il y a beaucoup de cours d'eau qui devraient être réparés? Il y a des milliers de kilomètres de linéaires de cours d'eau en France qui sont considérés comme en mauvais état écologique et qui sont littéralement incisés, monochannalisés, c'est la quasi-totalité, simplifiés dans leur type de flux, c'est des milliers de kilomètres. Il y a quand même beaucoup d'endroits où on peut l'imaginer et où ce serait bénéfique pour la vie non humaine et humaine. Je n'ai pas voulu dans cette vidéo comparer le traumatisme de l'humain avec le traumatisme de la rivière. J'ai voulu dire que le traumatisme de la rivière est le traumatisme de l'humain, et que le traumatisme de l'humain est le traumatisme de la rivière. Le traumatisme de l'humain, notamment son conditionnement à une idéologie clivante, l'anthropocentrisme, qui est un traumatisme social, a impacté les rivières, puisque nous avons exercé sur elles notre domination, ce qui est traumatisant pour nous, auteurs du traumatisme, et pour elles, victimes. Et le traumatisme de la rivière nous impacte parce que la réduction de ces verbes d'action provoque des crues, accentue les sécheresses, n'aide plus à contenir les incendies et ne permet plus la filtration de l'eau, donc sa dépollution. Un autre des 9 obstacles à l'unité
se trouve dans le langage, dans l'imaginaire. La façon dont nous parlons détermine notre façon de nous représenter le monde. Et de nos représentations dépendent nos actions. C'est parce que dans notre imaginaire, nous croyons que nous sommes des êtres supérieurs, les propriétaires de la Terre, une espèce au sommet d'une hiérarchie du vivant, que nous pouvons réifier le vivant, le transformer en objet, l'exploiter et le détruire. Mais nous pouvons nous inspirer de l'intelligence du castor, nous pouvons lever les 9 obstacles à l'unité. Pour une brève description de ces obstacles, je renvoie à cette vidéo. Et pour en savoir plus à propos du déclivage, qui est la désactivation des traumatismes individuels, j'invite à regarder cette autre vidéo et à jeter un œil à ma chaîne qui comporte entre autres 3 séances de déclivage entièrement enregistrées. Merci à Vincent Verza d'être l'activiste courageux et créatif que tu es. Merci pour ta vidéo qui est tellement inspirante et pleine d'espoir. Merci à Baptiste Morisot, je te vois comme un traumaticien des rivières. Et merci à toutes celles et ceux qui désactivent les traumatismes des rivières avec toi. Le monde dans lequel je veux vivre ressemble à ce monde des rivières revenus à l'unité de leur écosystème, en alliance avec le peuple castor. Et je suis à peu près certaine que c'est le monde dans lequel nous voudrions tous et toutes vivre. Nous pouvons retrouver une puissance d'action qui nous est difficile à imaginer dans l'état traumatique dans lequel nous sommes, mais dont nous pouvons sortir. Et des outils, notamment ceux que j'ai appelés l'IC, l'intelligence castoricielle, en opposition à l'intelligence artificielle, qui permettent de désactiver les traumatismes individuels et sociaux, mais aussi les traumatismes historiques que nous pouvons désactiver collectivement. Et le jeu du pas de côté, qui permet un déconditionnement ludique des idéologies clivantes, tout en travaillant sur les autres briseurs d'unité. Plein de chantiers à réaliser. Et en remontant le cours d'eau, on voit le résultat des précédents chantiers. Complexifier, aggrader, reconnecter. Ah ouais. Maintenant tu vois la diversité de tout ce qu'elle fait. Elle accélère, elle ralentit, elle remonte, elle redescend, elle tombe, elle tourbillonne. Sur du substrat gravier, sur du sable, sur du végétal, sur de l'humus. Elle est complètement reconnectée à la terre. À chaque fois qu'il y a une crue, elle prend tout l'espace et donc elle se dissipe. Et donc ça casse l'énergie de la vague de crue, ça nous protège des inondations. Et surtout, ça redonne de l'eau à la totalité de cet espace qui est devenu une zone humide de 1,5 hectare.